Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 24e rendez-vous IS-Prof et ce deuxième rendez-vous de l'année. Alors je suis Founé Diawara, chargée de projet numérique éducatif au pôle langue française et plurilinguisme de l'Institut français de Paris et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour traiter de la question de la ludification des apprentissages en classe de FLE et à distance. Alors pour rappel, qu'est-ce que la ludification ? Alors également appelée gamification, la ludification consiste à introduire et utiliser les mécanismes du jeu dans un contexte qui y est dépourvu à l'origine. Donc en l'occurrence, le contexte qui nous intéresse ici, l'enseignement et l'apprentissage du français langue étrangère. Alors la question de la ludification n'est pas du tout étrangère au domaine de l'enseignement et de l'apprentissage du français langue étrangère, où elle a été largement investie et réutilisée comme levier, utilisée comme levier d'apprentissage motivant et attractif. Néanmoins, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le numérique et notamment l'intégration des nouvelles technologies ont permis d'innover et de diversifier cette pratique pédagogique à travers des technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, en proposant des activités comme les jeux sérieux, les jeux de rôle ou encore
en introduisant des outils comme les applications ludopédagogiques ou de ludoconférences et d'autres jeux encore au service des apprentissages. Alors, petit point terminologique, qu'est-ce qu'un jeu sérieux? Donc également appelé serious game. Un jeu sérieux revient à détourner le jeu pour y transmettre un message et nous, en l'occurrence, dans le contexte qui nous intéresse, un contenu pédagogique. Alors, le jeu de rôle, également appelé escape game, lui, est un jeu d'énigmes grandeur nature. Donc, que la ludification se fasse en classe, à distance ou sous un format intermédiaire, nous disposons aujourd'hui de nombreux outils qui nous permettent de dynamiser les apprentissages, voire de les redynamiser dans un contexte où le distanciel est de mise. C'est également une pratique pédagogique qui nous permet d'accroître l'adhésion des élèves et de proposer des activités collaboratives, attractives et motivantes. Et c'est justement ce que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui avec nos 3 invités du jour. Alors, je vous présente Mohamed Ali Madani, cofondateur et directeur de la start-up X, qui œuvre à la promotion de la culture et à la valorisation du patrimoine via la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Bonjour Mohamed. Bonjour Founé, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Nous accueillerons ensuite Adrien Payet, enseignant de FLE, formateur de formateurs, comédien, metteur en scène et auteur de méthode FLE, qui nous présentera l'accompagnement pédagogique apporté dans le cadre d'un projet dont on vous parlera plus tard et qui nous montrera également comment la réalité augmentée peut être intégrée à vos pratiques pédagogiques. Bonjour Adrien. Bonjour Foné, voilà, bonjour à tout le monde, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous accueillerons ensuite Guillaume Garçon, enseignant de français langue étrangère, formateur de formateurs et responsable du projet JAD, Jouons ensemble à distance, un projet d'expérimentation ludopédagogique. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous les collègues de toute la planète, ça fait plaisir de voir cette planète représentée. Merci à tous les 3. Alors avant de commencer, j'en profite pour remercier Anna qui est à la technique et sans qui ça aurait été compliqué. Je vous rappelle la possibilité d'échanger dans le chat et de poser vos questions dans la section questions. Donc sans plus attendre, je donne la parole à Mohamed Ali Midani qui va nous présenter le projet des bâtisseurs, donc un projet d'expérimentation en réalité virtuelle qui permet de valoriser la production en langue française. Merci beaucoup Founé, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Mohamed Ali Midani, je suis le directeur exécutif d'une start-up tunisienne qui s'appelle DCX et qui est une entreprise spécialisée dans la promotion du patrimoine et de la culture auprès des jeunes générations. Donc, nous travaillons avec les nouvelles technologies et essentiellement la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et parmi les projets qu'on a réalisés depuis 2018, je vais vous parler aujourd'hui du projet Les bâtisseurs VR. Alors, je vais commencer par partager avec vous ma petite présentation que je retrouve ici. Voilà, choisir ce média. Très bien. Donc, on est dans ce beau palais où se réunissent les bâtisseurs. Je vais en parler tout de suite. Alors, mais d'abord, ce projet a été créé dans le cadre du YALAB. Le YALAB, c'est un laboratoire EdTech, un laboratoire qui va d'expérimentation. On va utiliser les nouvelles technologies pour des objectifs éducatifs et là spécifiquement pour l'apprentissage de la langue française en tant que langue étrangère. Donc c'est un programme de l'Institut français de Tunisie auquel
nous avons participé. Et donc, en participant à ce programme, on a vu un peu quelles sont les difficultés, en fait, que rencontrent parfois les élèves et les enseignants. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés dans l'expression orale. C'est toujours le principal frein donc à l'expression en langue française. Les jeunes sont assez inhibés pour s'exprimer en langue française. Et il y a aussi une certaine parfois démotivation par rapport à une langue étrangère et une langue. Il y a aussi donc aujourd'hui le succès de l'anglais qui est parfois un peu plus attractif. Donc, on a essayé à la fois d'encourager l'expression orale et de motiver les jeunes à apprendre le français. Et de là a germé l'idée de créer une expérience culturelle déjà puisque c'est dans notre ADN, c'est ce que fait DCX. Mais on a décidé de baser cette expérience sur la communication. Donc, on va avoir un groupe de jeunes qui vont jouer et communiquer en langue française. Et donc, c'est comme ça qu'est né le jeu donc Les Bâtisseurs, qui est un jeu d'énigmes en réalité virtuelle. Et donc, dans la thématique et les personnages historiques. Et c'est basé sur l'entraide. Donc, il y a 3 jeunes. Donc, on a imaginé séparer les jeunes en groupes. Donc, dans une classe, on va créer des groupes de 3. Et les jeunes vont avoir un casque. Donc, chaque groupe va avoir un casque et un livret. Et donc, celui qui a le casque, il va donc s'immerger dans un univers en 3D, en réalité virtuelle. Il va avoir des indices, des objets, des symboles. Et donc les 2 autres qui ont le livret, eh ben, ils vont avoir la solution aux énigmes. Et donc, pour pouvoir résoudre ces énigmes, celui qui est dans le casque et ceux qui ont le livret, ils vont devoir communiquer. Ils vont devoir échanger donc toutes ces informations. Donc, quand on parle de bâtisseurs, là, on va parler des personnages historiques qui ont marqué l'histoire de la Tunisie sur plus de 3 millénaires. Donc, on a bien sûr fait très attention à choisir des hommes, des femmes, des représentants de différentes religions, de différentes civilisations, différentes époques. Parce que ça aussi, c'est un objectif que nous avons, c'est de promouvoir cette diversité et cette pluralité culturelle donc de notre histoire. Donc, le processus qu'on a suivi quand on a un peu défini donc, cette expérience, c'est la première chose de définir donc, la cible, sur quelle cible nous allons travailler, quel niveau scolaire. Après la scénarisation, on a fait le premier test. Je vais vous en parler, bien sûr. On a développé l'expérience. Après, on a fait un deuxième test et on a finalisé l'expérience avec en parallèle beaucoup d'accompagnement et d'expertise donc de la part de l'équipe du Lab qui est représentée aujourd'hui avec nous, avec M. Adrien Payet qui interviendra tout à l'heure. Donc, le premier test à l'école, qu'on a appelé le test papier, hein, en fait, on a voulu tester ces mécaniques, les mécaniques de jeu, un peu le vocabulaire, un peu donc les différents éléments de ces expériences avec du papier, tout simplement. Et on a ciblé les élèves de ce qu'on appelle ici la 7e année de base, ce qui correspond à des jeunes de 13 ans qui sont un peu… donc, c'est leur 7e année d'études, en fait. Donc, ici, on a 6 ans de primaire et après, on passe au collège. Donc, on a choisi donc, de cibler un peu cette tranche d'âge-là, déjà parce que pour la réalité virtuelle, donc, le constructeur de casque avec lequel nous travaillons recommande donc, de les utiliser à partir de 13 ans. Donc, déjà, ça, d'un point de vue technique, sanitaire, etc. Donc, 7e année de base, 13 ans.
Et puis, nous avons identifié aussi, avec un expert tunisien qui a travaillé sur le programme officiel donc pour l'apprentissage de la langue française, et il y a un beau chapitre que les élèves découvrent au 3e trimestre qui s'appelle donc Histoire réelle, histoire imaginaire. Et donc, on a voulu jouer un peu donc, avec cette thématique. On est justement en train de raconter des histoires réelles, des histoires de personnages historiques, mais en même temps, il y a un aspect imaginaire. Donc, grâce à cet univers qu'on a créé. Et donc, ce premier test nous a permis de comprendre un peu peut-être les difficultés au niveau des langues et surtout la difficulté par rapport à la disparité du niveau. Donc, vous avez des niveaux qui ne sont pas du tout les mêmes, même au sein d'une même classe. Et ça nous a permis d'identifier un peu le vocabulaire qu'il faut introduire donc avant cette expérience. Donc, j'essaie d'avancer un peu. Donc, l'idée, c'est que donc c'est une archéologue, Sarah Tounsi, donc avec son équipe qui fouille un peu dans un site archéologique au nord-ouest de la Tunisie, qui découvre donc ce tunnel avec une porte mystérieuse que personne n'a réussi donc dont le secret n'a pas été révélé, jusqu'à ce que donc l'un de ses étudiants mette un casque de réalité virtuelle et va se retrouver un peu donc dans cet univers-là. Et là, les élèves vont avoir donc découvrir donc des symboles et communiquer bien sûr entre eux pour pouvoir trouver donc le résultat donc de l'énigme. Donc il y a 3 énigmes. Il y a une première, il y a une deuxième énigme avec un chemin donc sur le sol, et une troisième avec des tableaux et des symboles. Et là, il y a une permutation du casque. Donc, les enfants vont permuter, le groupe de 3, je rappelle. Donc, chacun va mettre le casque une fois pour résoudre une énigme. Bien sûr, pour ne pas créer de frustration, on va donner le casque à un seul élève. Et en même temps, donc diminuer les coûts. On ne pourrait pas avoir une vingtaine de casques en salle, en classe, mais avec 7 casques, déjà, on pourrait travailler avec 21 élèves. Et donc, pour finir, justement, donc une fois qu'on a résolu les 3 énigmes, on va se retrouver dans cette grande salle où se réunissent donc les personnages historiques donc, qui ont marqué l'histoire de la Tunisie. Alors, je vais partager avec vous une petite vidéo, alors pour vous montrer un peu l'expérience. Voilà, attends, on va être partagé. Partager une vidéo pour vous montrer en réalité virtuelle directement qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, donc on arrive, on va mettre le son, j'espère que vous l'entendez, il y a une petite musique. Donc je vais avancer un peu rapidement. Donc là, on va se retrouver dans la première salle. Et voilà, on va utiliser un peu cette torche. Il y a une torche où on donne des indications donc, dans le livret pour dire voilà, il y a des mots qui sont cachés, il va falloir les retrouver. Donc là, on a le mot amour qui représente Saint-Augustin, l'intelligence qui représente Élissa, et l'audace qui va représenter Hannibal. Et donc, à ces mots correspondent des symboles qui vont nous permettre d'ouvrir cette première porte. Et ainsi de suite. Donc, on va continuer. Il y a ce chemin qu'il va falloir retrouver, toujours en communiquant avec les élèves qui ont le livret. Donc, on va pouvoir avancer petit à petit dans l'expérience jusqu'à arriver à cette troisième salle. Pareil, donc il y a des symboles qu'il va falloir bouger dans un ordre dans un sens bien défini pour arriver finalement à la salle où se trouvent donc ces personnages historiques. Voilà.
Voilà, donc je vais fermer le média et revenir rapidement donc à ma présentation. Voilà, super. Donc, ça, c'est un aperçu du manuel où il y a donc l'introduction, comment utiliser la manette, comment utiliser le livret, etc., et les différents indices. Donc, il y a un aspect lecture aussi, hein, donc il y a un aspect expression orale en langue française, mais il y a aussi un aspect lecture aussi, parce qu'il y a ce livret qu'ils vont lire. Donc, c'est une expérience en réalité virtuelle en temps réel qui est compatible avec les casques de type Oculus Quest 2. Ça va durer entre 20 et 30 minutes et donc 3 joueurs par casque. Alors, la distribution, donc, ce qui est un élément clé donc, de ce genre d'expérience, c'est des interventions ponctuelles, c'est des choses que nous faisons régulièrement, disons, dans des écoles ou dans des événements culturels. On a aussi le format des tournées dans les régions, mais on a aussi créé une belle initiative, je pense, qui s'appelle les clubs de culture et tech. Donc, c'est des clubs avec des activités hebdomadaires pour découvrir un peu l'histoire, le patrimoine d'une manière assez ludique. Donc, nous avons déjà plus d'une dizaine d'expériences numériques, auxquelles se rajoute l'expérience des bâtisseurs. Et donc, aujourd'hui, dans 11 écoles publiques dans les régions, grâce à l'Institut français, encore une fois, eh ben, ces expériences sont présentées dans le sud, dans le nord-ouest, dans les régions, etc. Alors, voilà. Donc, je termine un peu par les feedbacks, en fait, les résultats un peu qu'on a eu, donc en retournant pour faire le deuxième test et voir un peu le résultat, que ce soit de la part des élèves, des enseignants et des inspecteurs aussi. Donc, ce qu'on voit clairement, c'est une motivation à l'apprentissage qui est extraordinaire, hein. Donc, là, on bénéficie de l'attrait, de la réalité virtuelle, de cette immersion. Donc, les enfants étaient vraiment tout feu, tout flamme donc pour vivre cette expérience. Donc, déjà, au début, hein, avant de vivre l'expérience, donc avec l'enseignante qui dit voilà, on va découvrir une nouvelle expérience et tout. L'enseignante qui a aussi commencé à introduire le vocabulaire. Qu'est-ce qu'un site archéologique, etc. Des choses, qu'est-ce qu'un archéologue. Donc, c'est des choses qu'on a commencé un peu à introduire. Donc, il y a eu cette effervescence avant l'expérimentation en soi. Et puis, le jour de l'expérimentation, et ce qu'on a vu, c'est vraiment, ça les désinhibe complètement. Ils sont immergés, ils sont dans le jeu, ils sont dans la réalité virtuelle. Ils oublient qu'ils sont dans un cours officiel un peu sérieux. Et là, tout d'un coup, ils commencent à s'exprimer, ils commencent à interagir. Bien sûr, il y a cette consigne de n'utiliser que la langue française, et ils se prennent au jeu et ils se mettent à interagir avec leurs copains et leurs copines, donc autour de cette thématique. Donc déjà qu'ils leur parlent, donc c'est leur culture, donc il y a une sorte d'adoption un peu donc de ce contenu là qui se fait d'une manière très très naturelle. Et puis, donc, grâce au jeu, il y a cette effervescence, il y a cette motivation. Et l'enseignante qui nous dit j'ai découvert certains élèves qui ne participaient pas du tout en classe. Hein. Donc, vous savez, parfois, les enseignants se retrouvent en train d'échanger avec les mêmes, ou voilà, des choses comme ça qui arrivent parfois. Mais donc, il y a des élèves qui se sont révélés et qui étaient très contents de participer à cette expérience et à pouvoir donc s'exprimer en langue française. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation très intéressante.
et dont les conclusions sont très motivantes. Alors, justement, ta présentation a suscité pas mal de questions. Alors, on n'aura pas le temps de toutes les traiter et certaines d'entre elles, je pense, trouveront une réponse avec nos deux autres intervenants. Mais je vais quand même en relever quelques-unes. Alors, Aimé Salamé nous demande, enfin, commente en disant que c'est très intéressant. Cependant, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi le domaine historique, notamment celui tunisien, pour la conception de ce projet. Alors, je pense qu'il faut un peu resituer la genèse de ton projet. Oui, alors justement, donc déjà, on est une société tunisienne et nous avons collaboré avec l'Institut français de Tunisie pour une expérimentation à mettre en place dans des écoles en Tunisie, qu'elles soient publiques ou privées, tunisiennes ou françaises. Donc, c'est pour ça qu'on a contextualisé et en fait, c'était voulu. En fait, l'idée, c'est de contextualiser cette expérience, de la rapprocher un peu du contexte local, de l'imaginaire collectif, des références locales qu'on a ici pour peut-être une meilleure adoption du contenu. Et on a vu que les élèves, ils étaient très contents parce que bon, les personnages historiques, on entend parler, mais on ne les a jamais rencontrés. Et donc, ça rajoutait encore un peu plus à l'effet de surprise et d'émerveillement. Voilà. Merci. Alors, autre question, donc plutôt matérielle. Donc, je vais recouper deux questions de Nathalie Nguessan qui demande si le casque de réalité virtuelle est un casque standard et spécial. Et une autre question de Sandy Rucheton qui demande s'il est facile de gérer les groupes lorsque les apprenants sont nombreux. Et si il est possible d'associer la réalité virtuelle et l'escape game pour les élèves qui ne porteraient pas de casque. Le casque, c'est un casque Oculus Quest 2 qui est la nouvelle génération de casques qui sont créés par la société Meta, donc Facebook. Et on a choisi ce casque-là parce qu'il présente un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Donc, ce n'est pas le casque le moins cher ni le plus cher. Donc, c'est un peu un milieu de gamme, mais avec une qualité d'expérience qui est très, très intéressante. Donc, vraiment, on sent l'immersion. Voilà. Donc, nous, les casques, on a eu des casques aussi grâce à l'Institut français de Tunisie. Donc, nous, on ramène les casques, on met les casques à la disposition des écoles avec lesquelles nous travaillons pour pouvoir présenter ces expériences-là. Donc, c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Il faut se mettre à plusieurs parce que c'est pas évident de laisser des jeunes avec un casque de réalité virtuelle. Il faut les accompagner. Il y a le rôle aussi donc de l'enseignant. D'ailleurs, très souvent, ils se mettent à deux, entre l'enseignant de français, l'enseignant d'histoire, ou deux enseignants de français ou enseignants d'informatique aussi qui participent aussi donc à l'expérience. Et surtout, le rôle de l'enseignant de français, mis à part l'introduction de l'expérience, c'est qu'il va se mettre un peu à tourner, à écouter donc la production des enfants. Et à partir de là, il va construire la suite de son cours. Il va identifier un peu les lacunes, il va identifier un peu le niveau donc, de ses élèves. Et à partir de là, il va bâtir la suite des exercices. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à Adrien Payet qui a proposé un accompagnement pédagogique dans le cadre du projet des bâtisseurs et qui va également nous parler de la réalité augmentée accessible à partir de smartphones. Merci Mohamed et merci Adrien. Merci à vous.
Merci. Merci beaucoup. Oui, ça a été un énorme plaisir de travailler avec Mohamed Al-Imidani et l'ensemble des porteurs de projets du laboratoire Yalab en Tunisie, avec vraiment, on le voit, hein, une originalité, une créativité extraordinaire. Et une qualité. On a pu le voir dans les extraits, et graphique, qualité graphique de très haut niveau, pédagogique, culturel, historique. Enfin, c'est vraiment un projet qui a regroupé énormément de qualité et de travail. Donc, ça a été pour moi une grande joie de pouvoir y participer en accompagnement simplement pédagogique pour cette mission d'expertise. Donc, effectivement, je vais vous montrer aussi une petite présentation. On va aller voir ensemble rapidement en quoi est-ce que la réalité virtuelle et pourquoi pas la réalité augmentée peut être intéressante pour nos cours. Il n'y a pas forcément besoin toujours d'utiliser des casques de réalité virtuelle. On se dit souvent que ça va être un problème aussi au niveau du coût, aussi au niveau de l'organisation dans la classe. Et on va se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs étapes possibles avant d'arriver à ce casque dont on parlait tout à l'heure, le casque Oculus Quest 2. Il va y avoir d'autres alternatives peut-être avant d'arriver à ce niveau de matériel et de qualité. Donc, je vais vous partager tout de suite l'écran. Voilà. Et on va partir ici. Donc, c'est vrai que quand on voit ces images autour de la réalité virtuelle, on a toujours l'impression de rentrer dans un monde un peu de science-fiction et en même temps, on sent que c'est réel, c'est actuel, c'est déjà présent. Et on se dit, est-ce que c'est ça la classe de demain? Déjà, la première chose, c'est de se rendre compte que c'est pas si récent que ça, finalement. Là, j'avais envie de vous montrer, pour démarrer, des petites images du Sensorama, qui a été créé dans les années 60, inventé par le cinéaste Morton Heilig. Donc, vous voyez, là, c'est la première image que je vous montre ici, où effectivement, l'utilisateur pouvait regarder une suite de courts-métrages placés devant cette machine. Alors, il avait du vent, des vibrations de sa chaise, des odeurs même qui sortaient de la machine. Et puis ici, vous voyez le premier casque de réalité virtuelle en 1968, l'Ultimate Display HDM, alors qu'il y avait tout un bras mécanique très lourd à porter, très difficile d'utilisation. Bon, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça s'est complètement démocratisé et ça va être beaucoup plus simple à utiliser dans nos cours. Mais finalement, pourquoi utiliser la réalité virtuelle dans les classes? Alors, Mohamed nous a déjà donné beaucoup de pistes sur l'intérêt, mais j'aimerais qu'on en reparle ensemble et qu'on voit aussi les différentes manières d'introduire cette réalité virtuelle. Et pourquoi pas, on en parlait tout à l'heure, la réalité augmentée, on verra la différence entre les deux à l'intérieur de nos cours. La première chose, ça va être l'aspect attractif de la réalité virtuelle. Ça va permettre effectivement, on le voit, et Mohamed l'a très bien dit, de motiver nos apprenants parce que c'est novateur, ludique, moderne et donc très attractif. Très attractif aussi parce que très proche de l'environnement des jeunes, des jeux vidéo qu'ils ont l'habitude, et puis aussi de la qualité des jeux vidéo. Aujourd'hui, la qualité des jeux vidéo est bien meilleure en tout cas que dans mon enfance. Et on se rend compte que tous ces éléments-là motivent les apprenants, les intéressent et captent leur attention. Mais il faut faire attention tout de même à ce que cet effet waouh que l'on a au début ne s'arrête pas là, qu'on ne s'arrête pas uniquement à un effet attractif en se disant c'est extraordinaire la réalité virtuelle, et puis derrière qu'est-ce qu'il y a réellement comme contenu, qu'est-ce qu'on va réellement apprendre, qu'est-ce que l'on va réellement manipuler, et voilà. Et finalement la motivation, pour citer Jacques André, on peut la comparer à un feu de cheminée. Une cheminée qui parfois va faire des grandes flammes. Donc là, on va proposer des casques de réalité virtuelle dans une classe. On va avoir tout d'un coup des grandes flammes qui s'allument dans le feu de cheminée. Mais si on ne s'occupe pas de cette cheminée, eh bien, elle va finir par s'éteindre petit à petit. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on va transformer cet outil
et ce dispositif très ludique, comment est-ce qu'on va l'intégrer dans les cours et réellement faire perdurer l'envie d'apprendre, l'envie de manipuler, l'envie de voyager en réalité virtuelle, de manière non pas purement ponctuelle, mais peut-être un petit peu plus présente dans le cursus d'apprentissage. Tout de même, ce qui est très intéressant, ça va être le fait de partir de l'apprenant. Ça, c'est quelque chose que je répète très souvent en formation de formateurs. Partons de nos jeunes, surtout quand on travaille avec les adolescents, partons des jeunes, partons de leur univers et adaptons-nous à eux plutôt que de chercher toujours à faire en sorte qu'ils s'adaptent à nos cours, à nos contenus, à notre manière d'enseigner. C'est parfois, je pense, à l'enseignant de s'adapter à ses apprenants et de rentrer dans l'univers, dans l'état d'esprit, dans ce qui constitue voilà, tout l'univers, tout l'environnement habituel d'un adolescent. Et c'est vrai que la réalité virtuelle va être un excellent moyen pour rentrer dans cet univers-là, par exemple. Mais pas uniquement. Hein. Alors, c'est vrai que pour les enfants, c'est encore assez peu accessible parce que la qualité d'immersion est telle qu'on peut même parfois se poser la question de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et au niveau aussi purement ergonomique, le casque de réalité virtuelle sont davantage adaptés à partir de l'âge du début de l'adolescence. Mais voilà, pour un public adolescent, pour un public adulte, évidemment, également, ça va devenir très intéressant et très attractif. Ensuite, il va y avoir l'aspect immersif qui va permettre donc aux apprenants, en quelque sorte, de quitter un temps la salle de classe et de voyager réellement dans un univers fictif, virtuel, mais qui peut être totalement en lien avec le cours et qui va lui permettre eh bien, de réaliser des expériences et des voyages que peut-être il n'aurait pas l'occasion de faire. Alors le but, ce n'est pas de remplacer des actions réelles et des rencontres réelles par la réalité virtuelle, bien évidemment. Hein, ça sera toujours plus intéressant de le vivre en vrai, mais ça va permettre à beaucoup de personnes, finalement, eh bien, de se confronter à des situations, par exemple, en milieu francophone. Parce que très souvent, et c'est un problème que j'ai remarqué dans tout pays, finalement, les apprenants de français apprennent le français en cours, pratiquent le français en cours de français, quand ils le pratiquent, hein, quand ils sont actifs, mais quand ils sortent de la classe, généralement, ils ne parlent plus français, ils ne communiquent plus en français, ils ont très peu de bain linguistique et de possibilités de poursuivre cette pratique de la langue. Et là, la réalité virtuelle, finalement, ça va permettre de créer comme un espace-temps où on est en cours, mais on n'est pas vraiment en cours, parce que dans le casque, on est dans un tout autre lieu et on vit et on est complètement en immersion, dans ce lieu-là. Voilà, donc ça va être très intéressant à ce niveau-là pour les apprenants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne sont pas uniquement en train de visionner un film, par exemple, ou un reportage, sinon ils sont à l'intérieur du film ou du reportage. Donc il y a une dimension émotive, émotionnelle beaucoup plus forte que simplement par l'observation et l'analyse d'une vidéo, par exemple. Voilà. Et puis changer justement de lieu, ça va aussi lui permettre de mieux se concentrer, de mieux se réintéresser, hein, tout en restant dans la salle de classe. Alors, quelques exemples d'immersion. J'ai voulu vous montrer un petit peu des exemples divers. Par exemple, pour un public FOSS en gastronomie, en tourisme, en restauration, on peut par exemple chercher des vidéos à 360 degrés sur YouTube, donc c'est gratuit, hein, et on va pouvoir utiliser ces vidéos YouTube qui sont déjà immersives, puisque vous allez voir, on va pouvoir circuler à 360 degrés à l'intérieur et visiter un restaurant, voire visiter une cuisine. Donc, même sans casque de réalité virtuelle, on va pouvoir projeter dans la salle cette vidéo et vous allez voir, il y a en haut à gauche, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ici, excusez-moi.
vous pouvez voir ici, en haut à gauche, on va avoir ce petit, ces boutons avec les flèches qui vont nous permettre de bouger dans la caméra. Alors, si on a le casque de réalité virtuelle, il nous suffit simplement de bouger la tête à droite, à gauche, de lever la tête, de baisser la tête pour voir autour de nous. Mais quand on est en visionnage comme ça sur un ordinateur, eh bien, on va pouvoir le faire grâce à ces petites flèches ou directement avec la souris de notre ordinateur. Alors, je vais avancer un petit peu dans la vidéo. Bonjour, je m'appelle Christian David, je suis le directeur de salle du restaurant Le Grand Défour. Normalement, vous entendez. Vous Vous voyez, on peut vraiment regarder en haut, regarder derrière et être déjà en immersion à 360 degrés. Ce qui nous donne déjà une autre lecture de la vidéo. Statut d'ancêtre du concept du restaurant gastronomique. Je vous invite à lever la tête et admirer ces plafonds qui sont classés monuments historiques et précisément datés entre 1784 et 1780. Alors, bien sûr, on peut faire des pauses. On va pouvoir demander aux apprenants de repérer combien de verres il y a sur la table, où est disposé le couteau, la fourchette, à droite, à gauche, etc. Donc, on va pouvoir poser un certain nombre de questions à l'avance aux apprenants et par leur manipulation, en circulant dans la vidéo, en regardant en haut, à droite, à gauche, ou quand ils ont le casque en se retournant, eh bien, ils vont pouvoir répondre, par exemple, à ces différentes questions. Un peu plus tard, on va pouvoir aller, par exemple, directement dans la cuisine. Soit en ravioles de. Et là, derrière, on ira deux nages, deux. Derrière, on ira deux nages, deux. Je trouve juste le bon endroit pour aller un petit peu plus vite. On peut se retrouver de la même manière, donc complètement. Je vous invite maintenant à retrouver le chef Guy Martin. Voilà, donc complètement dans les cuisines. Une lotte, 4 canettes. Une lotte, 4 canettes. À regarder, par exemple, des documents authentiques. Derrière, on ira deux nages, deux. Et derrière, on ira deux nages, deux. À voir comment les cuisiniers travaillent, quel est leur équipement. Donc là, on est par exemple sur un micro-reportage en réalité virtuelle déjà disponible directement sur l'écran. Alors si je reviens ici, excusez-moi. Donc là, ici, on est donc pour l'instant dans cette immersion, dans un milieu bien précis, bien donné, pour un cours bien précis, par exemple de FOSS, gastronomie ou restauration. Et ça va permettre à ces apprenants de rentrer dans un grand restaurant français, alors que ça serait parfois difficile, selon leur lieu de résidence, d'y avoir accès. On peut également rentrer dans des œuvres d'art, par exemple. Donc là, c'est le cas avec cette vidéo. C'est l'œuvre de Van Gogh. Vous voyez, ça fonctionne pareil. Un petit peu juste pour pouvoir vous parler. Ça fonctionne de la même manière. On va pouvoir tourner à droite, à gauche, regarder. Donc là, vous imaginez bien le type de questions que les apprenants vont pouvoir se poser les uns avec les autres. Que vois-tu? De quelle couleur est tel objet? Les portes, les fenêtres, le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il y a une église, il y a des maisons. On peut rechercher quelque chose. Donc on est ici vraiment dans une approche où on va rentrer complètement à l'intérieur du tableau. Et d'ailleurs, vous allez le retrouver et le reconnaître très rapidement. Quand on rentre dans la fameuse maison jaune, on va rentrer dans la chambre jaune. Et on va pouvoir également réutiliser eh bien, cette vidéo immersive à 360 degrés pour retrouver les différents éléments de ce tableau. Alors, vous voyez, moi, dans un escape game que j'ai créé avec Anna Léon en présentiel, on a, à un moment donné, utilisé des casques de réalité virtuelle et ils devaient, à l'intérieur de la chambre, retrouver la couleur du coffre. Et la couleur du coffre, ici, leur permettait de résoudre l'énigme et de verser dans des fioles une bonne dose de peinture pour trouver une couleur finale leur permettant de libérer le code de l'énigme. Et là, ensuite, on sort de la maison. Donc, on est vraiment dans une immersion complète.
d'un tableau, hein, ici, donc du tableau de Van Gogh. Voilà, je reviens à vous une petite seconde. Voilà. Donc, on est ici dans la possibilité de rentrer en immersion et de faire vivre, alors finalement, tout type de ressources. Grâce à ces mots-clés que vous retrouvez sur YouTube, donc vous mettez, alors habituellement c'est en anglais Virtual Reality, donc vous mettez VR ou 360 comme mot-clé, et vous allez tomber sur des vidéos sur YouTube de tout type en réalité virtuelle. Donc vous pouvez être par exemple à l'intérieur du Roi Lion à New York pendant la représentation du Roi Lion, vous êtes sur scène. Vous pouvez visiter Paris et la Tour Eiffel, vous pouvez nager avec les requins, hein, vous pouvez finalement avoir plein d'expériences différentes. Alors, la semaine dernière, j'étais en déplacement à Mayotte. Dimanche, je me suis pris un coup de soleil énorme en kayak parce que voilà, je ne m'étais pas protégé. J'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau et je me suis blessé les pieds dans un petit îlot. Alors, c'était magnifique comme expérience. Mais cette même expérience est complètement réalisable en réalité virtuelle, sans les défauts des accidents éventuels. Mais je ne regrette pas du tout, bien sûr, de l'avoir vécu. En tout cas, vous avez la possibilité de vivre ces différentes expériences qui sont extraordinaires parce qu'elles sont ponctuelles dans la vie. Et là, justement, eh bien, on va pouvoir les faire vivre à nos apprenants. Alors, je repartage une petite seconde la vidéo pour aller un petit peu plus loin dans la démarche, pour ne pas s'arrêter uniquement, et pour rester aussi dans les temps pour la suite du webinaire, bien sûr. Alors, voilà, ça va permettre un engagement émotionnel plus fort. C'est très souvent utilisé, la réalité virtuelle va être très souvent utilisée pour cela, de manière à ce que les apprenants se rendent compte de certains éléments, de certains... par exemple, au niveau émotionnel, on peut travailler sur le thème, par exemple, des situations difficiles à vivre pour certaines personnes au quotidien, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans les relations interpersonnelles de manière générale. On va pouvoir se rendre compte beaucoup plus facilement parce qu'on a ces éléments en face des yeux et on les vit directement grâce au casque de réalité virtuelle. Mais j'aimerais juste revenir une toute petite seconde en arrière pour pouvoir vous montrer ici la possibilité d'utiliser également la réalité augmentée, qui là est différente parce qu'on n'a pas besoin de casque. On va utiliser uniquement eh bien, notre téléphone portable, et c'est notre téléphone portable qui va nous permettre également cette immersion dans des univers fictifs. Alors c'est le cas par exemple avec une application sur Android qui s'appelle Caviar, hein, Cavi et AR comme la réalité augmentée. Je vous montre ici une toute petite vidéo. Alors en fait c'est très facile, il suffit pour cela d'utiliser son téléphone portable et vous allez, comme vous allez le voir tout à l'heure dans l'écran, vous allez pouvoir choisir un lieu. Alors, il y a des centaines de lieux possibles dans le monde. Ensuite, vous allez scanner, comme vous le voyez ici, votre sol à la maison ou dans la salle de classe, et va apparaître cette porte virtuelle. Donc, vous marchez, vous avancez vers cet espace dans la salle et vous vous retrouvez à l'intérieur, hein, de l'image à 360 degrés. Donc, ça va vous permettre, là aussi, de faire rentrer vos apprenants à l'intérieur de la salle de classe, dans des univers francophones, et de décrire, par exemple, le lieu, ce qu'ils voient, hein, pour leurs camarades. Donc là, par exemple, on est, hein, dans ce type de démarche, également possible simplement avec un téléphone portable, et pas toujours avec un casque de réalité virtuelle. Mais là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est quand on rentre dans la collaboration, et c'est d'ailleurs ce qu'a vraiment réussi Mohamed avec son projet sur les bâtisseurs, c'est cette possibilité de travailler en coopération, de créer des petits groupes dans la salle de classe et de faciliter des situations, donc voilà, d'interaction à l'oral en français, mais aussi parfois à l'écrit, parce que les apprenants vont écrire ce que l'autre voit ou vont même dessiner ce qu'ils imaginent que leurs camarades voient. Et donc là, on va pouvoir mettre en place un certain nombre
d'interaction à l'intérieur des salles et de coopération. Le but, c'est que ça ressemble à ça et pas à ça. Hein, parce que ici, on voit que chaque apprenant est dans son univers, mais il ne collabore pas, il ne coopère pas. Alors, j'aimerais, pour terminer, je vais faire très vite pour rester au maximum dans les temps, vraiment terminer avec ça, vous montrer ici un extrait de formation de formateur que j'avais animé à Copenhague sur ces 2 jeux que vous retrouvez dans Oculus Quest, qui coûtent une petite dizaine d'euros chacun et qui sont d'une très grande qualité d'immersion. Alors, le premier, c'est l'histoire d'un pêcheur, d'un marin, dans son phare. Je vous montre juste un tout petit extrait, et après, je vous explique comment est-ce qu'on a travaillé. Alors, à l'intérieur de son petit phare, une maquette où chaque chose était bien à sa place. Donc là, le marin, c'est l'apprenant. Il ne déviait jamais de sa routine. Brossait ses petites dents de bois, réchauffait la pièce, époussetait son coquillage porte-bonheur et ouvrait grand la fenêtre pour voir le temps qu'il faisait dehors. Donc, dans cet univers-là, le personnage va donc se déplacer, se brosser les dents, épousseter son coquillage porte-bonheur, mettre une bûche dans le poêle, hein, et il a comme ça plusieurs actions qui font finalement partie de sa routine. Alors, ici, on a préparé une petite fiche pour les apprenants, d'abord dans un premier temps pour voir le lexique, hein, donc une brosse à dents, un lavabo, un coquillage. Les apprenants vont voir un petit peu ce différent vocabulaire avant de commencer le jeu. Et puis ensuite, voir concrètement quelles phrases leur partenaire va pouvoir signaler. Hein, tu as une routine tous les matins, regarde-toi dans la glace, maintenant brosse-toi les dents, il fait froid, tu dois chauffer la maison. Donc, donner quelques éléments pour que les camarades puissent interagir avec eux pendant le jeu. Alors, ce que j'avais fait à Copenhague, c'est que simplement, il y avait quelqu'un qui avait le casque et son voisin avait des écouteurs pour écouter et donc faire de la compréhension orale, comprendre ce que le personnage demandait dans le jeu et le redire à sa manière. Alors, je vous montre très rapidement ce que ça donnait et on va terminer là-dessus pour pouvoir rester bien sûr dans les temps. Voici quelques images de la formation sur la réalité virtuelle réalisée à Copenhague. Les enseignants ont pu tester d'une manière pratique, la réalité virtuelle d'une manière pratique et collaborative. Qu'est-ce que tu fais là? On a un petit problème de... Bon, apparemment, ça vient de se couper. Bon, ben, vous venez de voir comment il est réalisé, mais apparemment, j'ai un petit problème technique sur la vidéo. Donc, voici quelques images de la formation sur la réalité virtuelle. Les enseignants ont pu tester la réalité virtuelle d'une manière pratique et collaborative. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois quoi? Le pivot est sur la table. Tu fais ça derrière. Un grand merci à l'Institut français de Copenhague, bien sûr, pour avoir rendu possible. Donc ici, vous avez ce premier jeu qui a été joué. Et là, le deuxième, juste pour vous montrer rapidement, je vais couper juste le son. Vous avez ici la possibilité d'aller en kayak. Je vous racontais mon anecdote du week-end. Mais là, ici, on a la possibilité pour l'apprenant également de voir et de vivre des expériences en kayak sur la banquise. Donc, un apprenant va faire du kayak, l'autre apprenant va lui poser des questions pour remplir, par exemple, cette fiche d'informations sur le paysage arctique, les animaux qu'il a vus, quels sont les bruits, etc., de manière à
exploiter en classe ce différent lexique que l'on a pu aborder. Voilà, je vais m'arrêter ici pour laisser la place voilà, à Guillaume Garçon qui a des choses très intéressantes à nous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les différentes approches que j'ai pu vous présenter. Il y en a plein d'autres. On peut faire beaucoup de choses en réalité virtuelle. On peut créer, on peut dessiner, on peut se retrouver dans un espace collaboratif et créer des choses ensemble. Voilà, mais j'ai voulu commencer par des choses assez simples qui permettent vraiment d'introduire et sans forcément utiliser des casques, eh bien, cette technologie dans nos classes. Merci beaucoup, Adrien, pour cette présentation très visuelle. Alors, votre présentation a suscité de nombreuses questions. Alors, on est un peu limité dans le temps, donc je vous propose d'y répondre directement dans la section questions et voire même dans le chat, bien que vous ayez répondu à certaines des questions qui ont été posées. Alors, je passe la parole à Guillaume Garçon, qui va nous montrer comment les jeux de société achetés dans le commerce peuvent être utilisés à des fins pédagogiques, notamment pour créer de la cohésion et casser la monotonie des cours en visio. Alors Guillaume, votre micro est coupé. Merci Founé, merci Adrien, merci Mohamed. Je vais essayer de présenter donc ce projet Jade de manière assez rapide, mais vous aurez l'occasion à la fin de la présentation d'obtenir une version un peu plus complète. Je vous donnerai un lien pour télécharger cette présentation. Donc, comme Founé l'a dit, je travaille à l'université Paris-Est Créteil comme professeur de français langue étrangère. J'ai à cœur de proposer à mes étudiants des projets, de la pédagogie optionnelle, ça a été de la radio, j'ai travaillé aussi le roman multimédia, et maintenant le jeu depuis 2 ans, dans cette université qui accueille entre 600 et 800 étudiants, où nous travaillons les diplômes universitaires d'études françaises de l'ADQF. Alors, comme vous tous, nous avons vécu une période très difficile liée à la pandémie, où les 3/4 de nos cours sur la dernière année étaient à distance. Assez rapidement, je me suis rendu compte que mes étudiants, et ils n'étaient pas les seuls, nous-mêmes étions fatigués et désespérés de ces 20 heures de formation à distance. Je suis un ancien joueur, je suis toujours joueur, et je me suis demandé si je ne pouvais pas essayer de trouver des moments de détente, mais aussi d'apprentissage, passant par l'utilisation des jeux de société pour créer un sentiment de communauté, un sentiment de groupe, car la plupart des étudiants que j'ai accueillis avec mes collègues, nous ne les connaissions qu'à travers la visioconférence et l'outil Zoom. Ma collègue de Grenoble, Pauline, devrait m'aider dans cette présentation et vous envoyer, parce que j'imagine que c'est un peu petit, cette infographie qui donne les compétences développées par le jeu de société. Adrien et Mohamed ont utilisé les jeux vidéo, la réalité virtuelle. Moi, c'est véritablement vers du carton, vers du bois, vers du papier que je vous entraîne, des jeux de société que l'on peut acheter dans les boutiques. Le jeu, donc, c'est d'abord pour moi une situation de partage et une situation authentique avec l'enseignant. Et entre les pairs. C'est également pour les étudiants, moi je travaille avec les étudiants, un moment propice pour réactiver du vocabulaire, mais également pour favoriser la cohésion de groupe et permettre à tous les étudiants de participer, y compris ceux qui sont relativement timides en classe classique, en classe banale, eh bien, on les voit beaucoup plus participer en visioconférence sur Zoom. Cette expérience Jade, donc de serious gaming, c'est-à-dire détourner les jeux de société, car ils ne sont pas prévus à cet effet-là,
pour un apprentissage de la langue en 2 phases. Tout d'abord, de novembre 2020 à juin 2021, l'expérimentation à distance sur Zoom avec une vingtaine de jeux achetés, plus de 30 heures de parties expérimentées. Et puis, à partir de l'année dernière, en septembre, j'ai bénéficié d'un congé pour projet pédagogique et j'ai pu développer justement ce projet avec l'achat de nouveaux jeux, avec des partenaires institutionnels, avec des présentations. L'objectif étant, je l'espère, dans 6 mois, à la rentrée 2022, proposer une mallette pédagogique et un site compagnon sur l'utilisation de ces différents jeux de société. Alors, je vous l'ai dit, je ne travaille pas seul. Pauline, qui est avec moi de l'Université de Grenoble, mais également des collègues, Jean-Yves de Galatasaray Université ici. J'ai vu plusieurs collègues dans ce webinaire de Turquie. Patricia de l'Université de Rennes 2, Claire de l'Université de Bourgogne. J'ai une collègue aussi ludopédagogue dans un lycée de Boulogne-sur-Mer et 2 collègues sur le réseau Canopé, un réseau de formation des enseignants. Ça, c'était vraiment le groupe d'enseignants testeurs. On s'est retrouvés une fois toutes les semaines pendant 1h30 sur Zoom pour tester des jeux et les valider. Et à côté de cela, j'ai eu des réunions avec des enseignants chercheurs de l'INSPE de Saint-Denis. Alors l'INSPE, c'est l'école en fait pour devenir un meilleur professeur, ou en tout cas quand on débute dans la profession, hein, c'est la formation des enseignants. Plus 2 autres partenaires, donc un partenaire professionnel de ludopédagogie, situé à Bonneuil-sur-Marne, et était également un ludicaire, donc un vendeur de jeux qui m'a prêté des jeux, donc très intéressant d'avoir un ludicaire dans son équipe. Ces jeux, je les ai utilisés dans 2 cadres particuliers. Tout d'abord, des petites capsules ludiques, entre 2 cours d'1h30, entre un cours de grammaire et un cours d'expression écrite, hein, pour faire une espèce de liaison, utiliser des petits jeux rapides. Et puis, ce qui m'a le plus intéressé, c'est un cours à option, projet semestriel, dans lequel chaque enseignant est amené à développer une pédagogie actionnelle. Donc, ça peut être la création d'un site web, ça peut être un concours d'affiches. Nous, on a travaillé sur le jeu, du jeu. 4 étapes pour une séance de ludopédagogique réussie. Tout d'abord, et c'est là tout l'intérêt et tout le sel de cette expérience avec un public français langue étrangère, c'est de bien expliquer les règles. Et c'est là qu'on voit que la compréhension orale, elle est primordiale pour les règles, pour comprendre le matériel, comprendre s'il y a des gages. Ensuite, une partie, eh bien, ça dépend des jeux, hein, mais entre 15 et 30 minutes, il faut que ce soit des jeux assez rapides. Hein. On n'est pas du tout dans les jeux experts, hein, c'est des jeux familiaux, des jeux d'ambiance. On capitalise, c'est-à-dire qu'on va essayer, en fin de partie, de faire émerger ce que les étudiants ont pensé du jeu. Et bien noter cette partie-là, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que l'enregistreur peut être intéressant. Et une étape qui a lieu après la phase de jeu, qui est de se réapproprier le jeu en créant soit de nouvelles cartes, soit de nouvelles consignes, soit de nouvelles règles. Alors, moi, j'ai utilisé l'outil Zoom car c'est celui qui nous est fourni par l'Université Paris-Est-Créteil. Les fonctions très intéressantes, c'est celle du chat, du clavardage. On va voir dans quelques secondes comment les utiliser. Dès qu'on dépasse 8 joueurs, le micro, ça devient inaudible. Dès qu'on a des jeux d'équipe pour travailler en sous-groupe, c'est intéressant de diviser en groupe, diviser en classe. Et la fonction sondage, toujours intéressant pour le feedback. Alors, j'ai également, et je vous conseille aussi, c'est très intéressant de faire une espèce de chaîne YouTube avec des parties de jeux dans lesquelles vous pouvez puiser directement lorsque vous êtes dans votre classe classique, hein, avec un vidéoprojecteur et un tableau. Vous avez la possibilité de visionner des parties et faire jouer des apprenants. Des applications extérieures à Zoom, comme Padlet que vous connaissez tous vraisemblablement, WooClap, AnswerGarden, qui est très pratique pour des multi-diffusions. Un outil Excalidraw qui est intéressant quand on fait travailler 2 équipes ou 2 personnes sur le même dessin. Ou Whiteboard.fi, que vous connaissez peut-être du groupe Kahoot, qui permet là de faire travailler sur une seule planche
plusieurs étudiants. Le matériel, je vais le montrer rapidement. Alors ça, c'est indispensable. La petite caméra qui vous permet de montrer des parties, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Et ensuite, les jeux. Alors, la grosse difficulté quand on est à l'étranger, j'ai longtemps travaillé en Turquie, c'est de se faire approvisionner les jeux. Je pense qu'avec ça nécessite un travail d'équipe avec votre chef d'établissement et de se constituer un petit kit. Le budget n'est pas si énorme que cela si vous n'avez pas trop de frais de douane. Alors, si vous êtes intéressé plus particulièrement par Jade, je vous conseille d'aller voir notre base ludique qui regroupe 133 jeux. Sur les 133, il y en a 90 qu'on a déjà testés, des jeux d'association d'idées, de lettres. On va essayer de les voir rapidement puisque c'est un peu un aperçu. J'ai dit à certains que c'est une version apéritive. Les intérêts en classe de français. On développe les 4 compétences. La compréhension orale. La compréhension écrite, si on demande, comme vous le verrez, un étudiant de lire des règles, ça peut être très intéressant aussi comme type d'écrit. Il y a beaucoup de jeux qui sont sur la réactivation du vocabulaire. Certains jeux vont demander d'argumenter, d'autres de raconter. Et puis, on développe également les soft skills, maîtriser le stress, être capable de s'impliquer, de prendre une décision. Et on est dans une situation de langage authentique avec l'enseignant. Alors, on ne va pas pouvoir en 20 minutes, et encore, je crois qu'il m'en reste que 15, jouer à 95 jeux, mais je vous en propose quelques-uns dans 6 catégories. Les jeux d'ambiance, brise-glace, petit bac, les jeux d'association d'idées, les jeux de lettres et de mots, les jeux de narration, les jeux de dessin, et une autre rubrique qui est en fait les autres jeux d'énigmes et de quiz. Alors, vous pouvez commencer par des jeux de type petit bac. D'ailleurs, je vais vous en proposer un tout de suite. Il s'appelle Class Time. Alors, j'ai un problème. Voilà, vous me confirmez, j'espère en tout cas. Et comme je le fais avec mes étudiants à distance et puis maintenant en présentiel, puisque la caméra est aussi très utile pour agrandir donc une table de jeu, je vais jouer avec vous à un jeu de petit bac. Et dans le chat, allez-y, la première personne, les 2 premières personnes, qui me donnent une ville qui commence par la lettre R ou la lettre C. Eh bien, Fabienne gagne le pompon avec Rouen. Alors, sur la lettre C, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Caen avec Patricia. Merci. Et on continue ainsi. Un objet de la maison qui commence par la lettre S ou la lettre T. Julie, pour la télé, j'ai vu une serviette, ça va trop vite, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Animal terrestre, commence par la lettre T ou la lettre M. Tortue pour Marine. Un tapir, oui, je l'ai vu, je n'ai pas eu le temps de lire, c'est vraiment intéressant, je vis une expérience inouïe avec vous. 300 participants, c'est mon record. Un pays, là ça va cartonner, j'ai vu la Norvège, mais j'ai cru voir la Nubie. La Nubie, métier, lettre L ou lettre C. Et le luthier, merci Joël. Allez, un dernier parce que je vous sens intéressé. Mer, fleuve ou rivière avec la lettre C ou la lettre D. Le Danube pour Célia. Voilà, ce jeu s'appelle Class Time, des thèmes. Je continue ma présentation. Je ne sais pas si vous la voyez, par contre. Merci. Oui. Merci. Donc, avec un jeu qui reprend en fait la partie du petit bac, et là, pour en faciliter la lecture, j'ai mis un cache sur mon PowerPoint. Donc, on a le même principe, ça s'appelle Kokomo. Cette fois-ci, il faut trouver la partie du corps humain avec la lettre T, la lettre R. Alors, pas en lettres qui débutent le mot, mais un corps humain qui, voilà, Pauline a compris. Merci pour le tronc. La tête, alors dans la tête, il n'y a pas le R, ça ne marche pas. Je ne valide pas, Ibrahim, désolé. Un peu plus difficile ce jeu. D'accord, alors, en musique, un mot qui contient les lettres S et A. Tortue n'est pas une partie du corps humain.
Le torse, ça marchait. Saxophone pour Marine. On passe à l'animal. La valse, très bien, j'accepte pour Andrea, c'est de la musique. C'est plus de la danse, mais j'accepte. L'escargot pour Valérie. Merci. Eh bien, je continue ma petite liste à l'après-vert avec le jeu qui s'appelle Palabres. Les paroles. Alors ça, c'est un jeu très intéressant en équipe. Un jeu où on donne le temps, et on n'en a pas aujourd'hui malheureusement, à deux équipes de trouver des mots. Et c'est l'équipe qui trouvera le maximum de mots avec la chaîne CIE, sachant que vous pouvez intercaler des lettres et vous jouez cette chaîne dans les deux sens. Peut-être que ce n'est pas très clair. Par exemple, l'équipe 1 dit cafetière, C-A-F-I-T-R-E. L'équipe 2, ciel, très bien, Julie a compris. Donc, sciemment. Oui, ça marche, très bien, merci Irena. Cousine, oui, ça marche. Alors, vous pouvez essayer dans l'autre sens, avec les lettres E, I, C. Pièce, P-I, non, pièce, non, je crois que pièce ne marche pas. Il faut obligatoirement prendre les trois lettres et ensuite intercaler les lettres que l'on voulait. Alors, j'ai rajouté quelques... Il ne s'agit pas d'une solution, mais en tout cas de modèles, d'exemples. Cafetière, scier, crier. Et donc, on donne 75 secondes aux deux équipes pour avoir un maximum de mots. Le principe est le même avec ce jeu-là, ça s'appelle Word Bank, et vous décidez sur cette tour de commencer un mot avec des lettres. Et le but du jeu, là, c'est d'avoir le mot le plus long. Alors, je vous donne un exemple. Ici, avec le mot hérisson, je commence ici avec la lettre H, H-E-R-I-S, O et N, ça me fait 4 points, car il y a 4 lettres qui sont indiquées. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un à 5 points? Sinon, je vais passer à un autre jeu. Ce qui est important, c'est de comprendre des mécaniques. Ce jeu, vous pouvez tout à fait l'adapter avec un jeu de lettres que vous auriez à la maison. Je vais poursuivre. Principe du petit bac aussi, avec Jam, des un thème, des lettres. Le chiffre donne le thème, ici comestible. Donc on va chercher quelque chose de comestible. Bleu, ça va être le mot qui commence. Et ensuite, on va gagner un maximum de points si on arrive à ajouter les lettres. Donc, un comestible qui commence par la lettre A, allez-y. Et si vous donnez les lettres V, E, T, R, eh bien c'est autant de points de gagner. Abricot. Alors, abricot, j'ai le R, j'ai le T, j'ai le A, c'est 3 points. Avocat, A-V-O, c'est 3 points aussi. Concombre ne commence pas par la lettre A, Adelsam. Il faut commencer la lettre par le D de couleur. Ce petit jeu, il est vraiment très sympa, je vous l'encourage. Vous trouverez d'autres types de jeux de lettres et de petits bacs avec texto, avec Mospido. Un jeu aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Olé Guacamole, qui est un jeu de lettres interdites. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps, mais c'est un jeu qui combine le thème et les lettres interdites. Par exemple, j'ai dit le mot langue, et puis j'ai les lettres P, R, D, K interdites. Vous devez rebondir sur un mot du même thème que langue. Mais attention, les lettres P, R, D, K sont interdites. Et à chaque fois, je rajoute une lettre, et à chaque fois, le thème change. Mot, M-O-T, marche très bien. Maintenant, on rebondit à partir de mots. Bouche, ça marche. Vous avez compris le principe des lettres interdites. Là aussi, on a un petit jeu d'une dizaine d'euros qui est vraiment très sympa avec une forme rigolote. On va passer, je crois, maintenant à un autre type de jeu. Le jeu des lettres interdites, vous l'avez aussi avec ce jeu qui s'appelle l'hypogramme. Un jeu, vite fait, parce que je l'aime bien celui-là. Ça, c'est intéressant, mais c'est très rapide. C'est travailler sur la lecture et la lecture inverse des mots. Il s'appelle Zébulon. Il y a 55 cartes comme ça. Et si vous voulez trouver les 4 mots, donc il faut partir d'un mot. Exemple, ici, c'est endormi, je crois. Endormi. Voilà, je suis parti du E. Très bien. Ici, en gris, qu'est-ce qu'on a?
éventail, c'est exactement ça, voilà. Dévaliser et tirelire. Vous voyez, ça ne mange pas de pain, c'est tout mignon, et puis on passe à autre chose. Ce qui est important dans ces projets, c'est de multiplier le nombre de jeux. Quand on vous dit qu'avec l'équipe, on est arrivé à 90 jeux, ben, moi j'ai 13 séances, donc j'ai quand même une base de jeux. Un jeu d'association d'idées, et puis pour moi, c'est mon petit jeu chouchou de l'année, je vais le dire. Hein. Il s'appelle Mots Malins. Dans Mots Malins, on doit associer deux cases. C'est un peu un jeu de bataille navale. Ici, vous avez des cartes en ordonnée, A, B, C, D, E. Et ici, en abscisse. Donc, ces cartes, vous les tirez au sort, hein, vous les tirez au hasard dans le jeu. Et ensuite, à partir d'une coordonnée, docteur et ours. À partir du mot docteur et ours, je dois faire deviner la carte B3. Si je dis vétérinaire, vous me répondez B3. Pour l'instant, vous ne me répondez pas grand-chose. Ben, je vous propose tout de suite, avec cette carte, donc on a les mots super, rouge, France, voiture, avion, malade, jour et livre. Je vous demande dans le chat de me donner la coordonnée, donc les chiffres et lettres, de Marseillaise. Allez-y dans le chat, n'hésitez pas à participer. Il s'agit donc dans ce jeu d'associer deux mots et de me donner la coordonnée de Marseillaise. C3, eh ben, je crois qu'on est sur France, jour de la France, c'est pas mal du tout. Et on va continuer comme ça dans ce jeu. Normalement, il y a 5 minutes, on n'aura pas le temps de le faire tous. Mao. Est-ce qu'il y a une coordonnée? Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une adaptation numérique du jeu. Mais sinon, le jeu, hein, c'est bien un jeu B4. Oui, le livre rouge de Mao. Et je place mes petites cartes. On en prend une autre. Les règles. Je vous montre pendant ce temps-là le jeu. Bon, ça, c'est pas très fin, mais il fallait bien trouver quelque chose. Je vous aide. C'est le jour rouge. Un Canadair. Désolé, Hélène. Un Canadair, un avion super. Je vais me corriger là. Non, c'est pas celui-là. Alors, la difficulté de ce jeu, parfois, est de trouver un petit peu les associations les plus connues de tous. Et ce n'est pas toujours facile. Si je prends anniversaire, je crois que ce sera plus simple pour l'exemple. L'anniversaire. Oui, bravo Lou, vous êtes la première à 3. Et on continue, et on continue, et on continue. C'est ce qu'on appelle un jeu coopératif. On va tous gagner ensemble ou tous perdre ensemble. On avait 5 minutes pour remplir cette grille par défi, en fait. Et en fait, on a un petit score en fonction du nombre de réponses trouvées en 5 minutes. On est bon, excellent, moyen ou carrément raté. Voici la réponse. Un petit jeu que j'aime beaucoup. Alors là, ça va être quand même un peu plus compliqué pour du B2, C1, C2. Le point commun entre un œuf et un bateau. Le contact arrivera. Vous allez recevoir le PowerPoint. Enfin, si vous voulez télécharger, il y a le contact. Ne vous inquiétez pas. La coque, très bien, Patricia, je l'ai vu. Oups. Entre une montagne et une chaussure. Et des chaussures. La montagne, le pied. Les lacets, très bien, Stéphanie. Hop. Entre une voile et du pain. La mie de pain, mais alors la voile, non. Non. La planche, ok. Et vous en avez comme ça. Ça, c'est un petit jeu très sympa aussi. 54 cartes pour travailler sur les points communs. Là aussi, ce que je vous montre à l'écran, hein, c'est un PowerPoint qui me permet de déplacer des cartes. Mais sinon, c'est du bois. Enfin, là, en l'occurrence, c'est du carton. Le jeu concept, alors, il est assez populaire. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et là, vous allez pouvoir récupérer cette planche d'icônes. Et tout le but du jeu, c'est de placer des icônes et de faire deviner un mot. Alors, est-ce que vous pouvez me deviner ce mot à partir des icônes que vous voyez à l'écran? Est-ce que quelqu'un va trouver? La scie. Alors, j'accepte aussi tronçonneuse. Est-ce qu'on a ici
Je vais vous donner, parce que je crois que j'ai oublié de le mettre en lien, celui-ci. Ça, c'est le lien vraiment sympa que le groupe Asmodée, donc un groupe de jeu, a mis en ligne. Et vous pouvez récupérer cette planche. Et ensuite, moi, mes étudiants, voilà le travail de mes étudiants, ils ont découpé à la capture d'écran, print screen, et collé dans Word. Et la semaine d'après, je leur ai demandé de présenter leurs travaux. J'y suis arrivé. Donc, Trang et Vladislav, des étudiants à deux, pour cette suite de concepts, d'icônes. Est-ce que quelqu'un... Un petit temps de réaction aussi. Donc, à partir de ces icônes, trouver quelque chose de pointu, de cylindrique qui va vite. Oui, je comprends, Sandy. De toute façon, je pense que l'Institut va fermer ses portes. Donc, c'était le mot fusée. Vous avez énormément de jeux, évidemment. Loin de moi le défi de vous tous vous les présenter. Ce jeu-là, il est purement excellent. Et ce que je vous propose, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir quelques questions-réponses. Je vais quand même vous donner des limites ou quelques conseils, en tout cas. Voilà. Essayez d'avoir des groupes restreints de 8 à 12 personnes. Une séance d'1h30, c'est idéal. Ne pas surcharger quand on a des équipes. 3, 4 personnes par équipe, c'est bien. Renouveler le stock. Ça, c'est aussi important. Et puis, si vous le pouvez, nous, on n'y est pas encore arrivé à l'Université Créteil, de créer véritablement un game lab, justement, où pouvoir stocker, voire même emprunter les jeux. Les étudiants seraient friands de pouvoir emprunter toute cette base ludique. Une petite dédicace à Aïdé Silva, Francis de Bizère et Jean-Marc Carré, mes collègues du Belk au début des années 2000. Aïdé a beaucoup produit sur la pédagogie par le jeu. Vous avez aussi des chaînes YouTube consacrées aux jeux de société qui sont tout à fait divertissantes et excellentes. Celle de Simon du Passe-Temps ou celle du Monde de Jeu. Un monde de jeu, voilà. J'en perds mes mots. Cette présentation a déjà été présentée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si là, encore une fois, c'était une version très rapide. Je vous informe que mes collègues Émilie et Marion font également des webinaires gratuits sur le jeu. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et voilà, je remercie Pauline qui m'a aidé dans la participation au chat, Jean-Yves et tout. Vous pouvez télécharger la version complète de ce PowerPoint avec vos super appareils en scannant ce petit dinosaure. Voilà, n'hésitez pas à me poser quelques questions, j'en suis friand. Merci beaucoup, Guillaume. C'était très rapide, c'était trop rapide. Alors, trop rapide, mais très interactif et très intéressant. Et pour les collègues qui nous demandent vos coordonnées et le PowerPoint, alors vous pouvez y avoir accès en scannant le QR code affiché à l'écran, mais vous aurez également accès à ce PowerPoint avec le replay du webinaire. Je viens d'envoyer le lien du PowerPoint complet avec les coordonnées qui sont actuellement à l'écran. Merci beaucoup. Je fais une annonce quand même aussi, puisque ce groupe de travail JAD, en fait, est plus on est de fous, plus on rit, plus on est de joueurs en tout cas. Donc, on est toujours à la recherche d'enseignants intéressés pour tester des jeux et d'être présents sur Zoom pour faire un petit peu ce qu'on vient de faire rapidement ici, grâce à l'Institut français, grâce à vous, Founé et Anna, et je vous en remercie. Merci, Guillaume. Alors, nous touchons à la fin de ce webinaire qui, j'espère, vous a beaucoup intéressé et qui, j'espère, vous a fourni des outils et des pistes d'activités à intégrer en classe et à utiliser à distance. Alors, encore merci à Mohamed, Adrien et à vous, Guillaume, encore une fois, de nous avoir partagé vos projets et d'avoir enrichi la boîte à outils IF-Prof et donner des idées à nos enseignants. Merci à tous les trois.
Merci à vous. Merci, un grand merci. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire et bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée pour certains. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Vive les jeux.